François Rebsamen, le président du groupe socialiste au Sénat, est l'invité de Preuve par Trois. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous en ces jours très difficiles, on peut le dire, pour le pouvoir, des sondages en chute libre, l'augmentation du chômage, la multiplication des plans sociaux et puis la cohésion de la majorité présidentielle mise à rude épreuve par les Verts. Sont-ils toujours vos alliés? Vous allez nous le dire dans un instant, François Rebsamen. Il y a également le budget de grande rigueur ou de grande austérité qui sera dévoilé vendredi, un sujet que nous aborderons tout à l'heure avec Suzette Bloch de l'agence France Presse, notre partenaire pour ce rendez-vous. Ensuite, avec Perrine Tarnot de Public Sénat, nous évoquerons votre combat, une autre contrariété pour le président de la République, pour le maintien du cumul des mandats, au moins pour les sénateurs. L'application TV Check d'Orange permet toujours aux téléspectateurs d'intervenir et de poser leurs questions au cours de cette émission. D'abord donc les Verts. Les deux ministres écologistes ont donc été maintenus malgré la position hostile de leur mouvement au traité budgétaire européen. Est-ce que les écologistes sont, selon vous, encore membres de la majorité dans ces conditions-là ? Bien sûr qu'ils sont membres de la majorité et que les deux ministres qui ont été confortés par le Premier ministre sont membres du gouvernement. Donc ils ont d'ailleurs manifesté leur solidarité au gouvernement et ils sont membres, ministres pleins et entiers de ce ils appartiennent à un mouvement qui exprime un clivage fondamental sur les grandes orientations européennes et sur le budget. Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Ah bon ? Je me permets d'apporter une nuance. Une majorité d'écologistes est opposée à la ratification du traité européen, certes. Mais les écologistes, et c'est là-dessus que nous les attendons dans le terme de la solidarité. Les écologistes doivent être jugés en termes de solidarité gouvernementale, en termes de solidarité de la majorité, sur, à mon avis, deux orientations particulières. La réorientation de l'Europe voulue par le président de la République, c'est-à-dire ses choix européens à lui, oui, les choix européens du président de la République, et la loi organique qui va organiser la dépense budgétaire, les règles budgétaires pour les prochaines années. Est-ce que ça n'est pas ajouter un manque de logique dans l'incohérence si effectivement des élus verts refusent de ratifier le traité et votent la loi organique sur la règle d'or? François Rebsamen, là, on ajoute la confusion quand même. Pour moi, je le redis, il y a deux orientations qui prouvent ou pas la solidarité. Et c'est là-dessus qu'ils seront jugés. Il ne doit pas y avoir la moindre faille sur les orientations budgétaires que le président de la République a défendues, qui figurent dans ses engagements pendant la campagne électorale, et sur la réorientation de l'Europe qu'il a obtenue, bon, permettez-moi de le dire. Vous le savez, et le traité reste le traité. En privé, beaucoup de responsables socialistes s'indignent du comportement des Verts. S'indignent, c'est un bien grand mot. Les accusent, par exemple, de mélanchonite aiguë ou de choses comme cela. En tous les cas, de manque de cohérence. Bon, ça c'est un jugement que je ne porte pas sur une autre formation politique, personnellement. Je ne me permets pas de porter jugement. Ce que je constate, c'est qu'il y a effectivement au sein du mouvement Europe Écologie Les Verts, il y a, j'allais dire, une même conception de l'Europe. Cette conception de l'Europe, c'est une Europe qui défend plus de justice, plus de solidarité, plus de croissance durable, ce qui n'est pas forcément le cas dans le traité lui-même, stricto sensu. Et donc, il y a aujourd'hui un moment fort qui va venir, c'est celui du vote de la loi organique sur le budget, sur les orientations budgétaires, et le soutien que je ne doute pas ils apporteront à la réorientation, au combat que mène François Hollande pour plus de solidarité, la taxation des transactions financières et puis une amélioration, j'allais dire, du contrôle bancaire. Bon, on a parlé des parlementaires d'Europe Écologie Les Verts, parlons des ministres, notamment de Cécile Duflot, qui refuse de dire si elle est pour ou contre le traité budgétaire. Ça paraît quand même surréaliste, François Rebsamen. Bah, écoutez, en tous les cas, elle fait preuve de solidarité gouvernementale. Elle ne reprend pas la position de Europe Écologie Les Verts dans sa position affirmée dans son Conseil national. Elle dit je soutiens la liberté de mes camarades et en même temps je soutiens l'action gouvernementale. Je crois, pour en avoir discuté
discuté avec, mais c'est lui qui pourrait le dire mieux que moi, avec Jean-Vincent Placé, le président ici du groupe écologiste au Sénat, qu'ils vont laisser la liberté de vote à leurs sénateurs. Donc, dont acte. Voilà. Pour vous, les écologistes là n'ont pas inventé la participation au gouvernement sans soutien. C'est vraiment toujours la participation et le soutien. Ben, en tous les cas, moi, je viens de donner ce que je crois des limites qui seront la preuve de la solidarité gouvernementale et de l'engagement, de la solidité de la majorité. Le budget en est forcément, le vote de la loi de finances en est un, c'est même l'acte essentiel. Et puis la loi organique en est la conséquence directe. Pour le reste, si vous me demandez mon sentiment, j'aurais préféré bien évidemment que Europe Écologie Les Verts, que je considérais comme un parti, que je considère toujours comme une formation pro-européenne, qui a d'ailleurs obtenu de très bons résultats aux élections européennes, il est vrai emmené par Daniel Cohn-Bendit, qui a été mis en minorité, si j'ai bien compris. J'aurais préféré qu'il prenne une position de cohérence sur le traité européen. Tel n'a pas été leur choix, je le respecte. D'accord, on y arrive, un manque de cohérence quand même. Vous le dites, bien sûr. Personnellement, même encore à l'heure où on parle ensemble, à l'heure où on débat, à l'heure où vous me questionnez, si je peux encore convaincre des députés ou des sénateurs Europe Écologie Les Verts de voter ce traité, je le fais de toutes mes forces. Pour autant, je respecte leur choix de parti politique. D'accord. Les dégâts sont déjà là pour le chef de l'État qui a vu son autorité bafouée? Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Ce qui fait la force de François Hollande, c'est d'avoir obtenu au sommet européen de fin juin cette réorientation de l'Europe. Il est clair que nous aurions été dans une situation très difficile s'il n'y avait eu que le traité. Oui, mais pour sa crédibilité européenne, on va voir qu'il n'est pas totalement soutenu par sa majorité. D'ailleurs, il y a aussi des récalcitrants au Parti socialiste, on va le dire. Bien sûr, il y a toujours eu sur la question européenne, c'est une question qui a toujours divisé la gauche. C'est pas d'aujourd'hui. On peut remonter à 1973, à François Mitterrand et Pierre Jox. Enfin, il y a toujours eu ce problème au sein de la gauche. J'ajoute que quand la droite est au pouvoir, il existe aussi à droite. On l'avait vu au moment du traité de Maastricht. Traité de Maastricht, d'ailleurs, que je crois Jean-Luc Mélenchon avait voté des deux mains. On a entendu Jean-Marc Ayrault dire qu'il fallait un vote massif, je le rappelle, sur ce traité budgétaire. Et je me souviens que vous-même, vous avez dit qu'aucune voix socialiste ne devait manquer lors de ce vote en octobre. Est-ce que vous en êtes sûr ce soir? Ben, on s'y emploie. Vous savez comment la démarche que nous avons retenue, c'est la conviction. Convaincre, convaincre, convaincre. Et donc, nous avons reçu Bernard Cazeneuve, le ministre chargé des Affaires européennes. Nous essayons de démonter tous les arguments de ceux qui sont contre le traité. Et je ne doute pas que cette force de conviction devrait emporter une très très large majorité. Et c'est une occasion pour moi, puisque vous me le permettez, d'appeler les élus socialistes en responsabilité, même pour mes collègues députés, je me permets de le faire, les sénateurs bien évidemment. Oui, ils seront peut-être moins nombreux les sénateurs à voter non que les députés. Peut-être une voix manquera au Sénat, il y en aura plus à l'Assemblée nationale. Mais nous ne désespérons pas avec Bruno Le Roux, avec lequel j'étais tout à l'heure, de convaincre les députés récalcitrants de soutenir l'action du président de la République. Parce que quand on veut vraiment soutenir l'action du président de la République, sur ce qu'il a obtenu, qui ne figurait pas, j'allais dire, dans le traité sec qui avait été acté entre Madame Merkel... Le traité n'a pas changé. Entre Madame Merkel, oui, mais il y a tout l'environnement qui a changé. Est-ce que je dois vous rappeler, peut-être on peut le rappeler, que 15 jours avant l'élection présidentielle, on nous annonçait une explosion des taux d'intérêt pour les capacités d'emprunt ou l'emprunt des Français, de la France. Tout ça ne s'est pas produit. On peut considérer que le sommet européen, de par sa réorientation en termes de croissance, de solidarité financière, de contrôle bancaire, a apporté une pause dans cette crise. Et la défense de l'euro reste un point essentiel. Heureusement que les voix de la droite seront là pour faire adopter ce texte, François Rebsamen. Mais au Sénat... Pour ne pas affaiblir la France. Au Sénat, oui. Puis en plus, moi, je ne vais pas faire de distinguo en la matière, je le dis. Je considère que ce traité doit être adopté. J'appelle tous les élus de gauche à voter ce traité. Et puis, si des centristes, il y en a qui soutiennent ce traité et des élus de droite veulent le faire... Ils le feront, ils l'ont dit. Oui, ça dépend lesquels, mais j'ai vu qu'une majorité s'apprêtait à le faire, tant mieux. Tant mieux.
tant mieux, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il paraît que vous avez fêté aujourd'hui 1 an d'alternance avec les Verts. C'était les grandes effusions? Non, c'est pas. On n'a pas fêté, mais il restera une date historique dans la Ve République. C'est le 25 septembre 2011. Le Sénat, pour la première fois, a connu l'alternance. Et donc, on a pris ensemble le verre de l'amitié. Il y aura dimanche une manifestation du Front de gauche qui est très remontée contre le traité budgétaire, pour qui c'est synonyme de camisole d'austérité. On sent que la gauche radicale veut fédérer tous les impatients. Est-ce que ça vous inquiète? C'est toujours, non pas inquiétant, mais regrettable de voir que la gauche ne rentre pas, j'allais dire, dans cette pratique de se confronter à la réalité du gouvernement et du pouvoir. Donc si on veut vraiment faire avancer les choses, moi je suis respectueux des positions des uns et des autres, mais si on veut vraiment faire avancer les choses, il est clair qu'il faut accepter, notamment dans le domaine de la construction européenne, ce qui était des petits pas et ce que François Hollande a obtenu, c'est-à-dire un grand pas vers ce que souhaitent nos collègues du Front de gauche, c'est-à-dire, je le redis ici, oui, mais quand même des centaines de milliards d'euros qui vont être injectés dans l'investissement, dans l'économie. La taxation des transactions financières, ce n'est pas rien. Ça me fait penser par moments à la position qu'avait pu avoir M. Krivine au moment de la taxe Tobin. Il était député européen, il avait voté contre, alors qu'il avait toujours demandé parce que c'était pas assez. Donc on peut considérer que c'est pas assez, mais l'Europe, elle se construit comme ça aussi. Comment François Hollande doit-il s'y prendre, selon vous, pour regagner la confiance de l'opinion? On n'avait jamais vu un chef de l'État baisser aussi vite dans les courbes de popularité. Oui, mais que vous dire? C'est pas une surprise. La situation est extrêmement difficile, celle que nous a laissé, on va sûrement en parler, le gouvernement précédent et le président de la République sortant, est extrêmement compliquée, extrêmement difficile. On savait que ça serait très dur. Et moi, je reprends cette formule de François Hollande, elle me semble tout à fait juste. Il ne demande pas à être jugé sur autre chose que ses résultats. Donc il a donné un agenda de redressement, et bien on verra, les Français jugeront le moment venu, mais c'est pas en 100 jours ni en 4 mois que l'on va corriger 5 ans d'incurie qui a amené la France à un endettement record, qui a amené le taux de chômage à un taux record, qui a amené nos entreprises bien souvent dans le mur, qui a amené cette succession de plans sociaux qui se poursuivent encore en ce moment. Je pense comme ça à Sanofi après PSA. Ces difficultés, elles étaient là. On est confronté à ces difficultés. Et si on peut comprendre l'impatience des Français, fort légitime, devant une situation qui est très grave, le gouvernement fait face, le président de la République fait face. Il faut le juger sur ses résultats et pas les résultats de 4 mois. Sur Sanofi, où les syndicats dénoncent des licenciements boursiers, est-ce que là, selon vous, peut-être enfin, Arnaud Montebourg a montré qu'il avait un rôle à jouer, puisque, semble-t-il, le nombre de suppressions d'emplois a été revu à la baisse? Mais il joue son rôle, Arnaud Montebourg. Il lui est tombé, excusez-moi, sur les épaules des plans sociaux en rafale, qui avaient été retardés pour ne pas polluer la réélection de Nicolas Sarkozy. Moi, j'ai qu'une remarque à faire à Arnaud Montebourg, je profite de votre émission, c'est certes, il y a beaucoup de plans sociaux dans notre pays, c'est la succession de ce qui a été laissé, mais en même temps, il y a beaucoup d'entreprises qui réussissent, il y a beaucoup d'entreprises qui se développent, il y a beaucoup d'entreprises qui créent de l'emploi, il ne faut pas les oublier. Et j'ai un peu tendance à trouver qu'on noircit le tableau, non pas de la réalité, parce qu'il est noir le tableau de la réalité, mais qu'on oublie quand même de montrer ce qui va bien, et il y a des choses qui vont bien en France. Et même les entreprises qui vont bien réclament quand même des aménagements pour leur compétitivité. On va en parler dans un instant, notamment avec Suzette Bloch de l'agence France Presse qui va nous rejoindre. Mais on va d'abord voir, François Rebsamen, comment votre fonction de président de groupe, comment vous l'exercez et comment tout cela est perçu au Sénat, pas seulement d'ailleurs, évidemment, par les sénateurs socialistes. Florence Maurice. On le dit ferme avec ses opposants et habile avec ses collaborateurs. Son principal atout, avoir les oreilles de l'Élysée, car il est ami avec François Hollande depuis longtemps. Et son mot d'ordre, le rassemblement. François Rebsamen est un président de groupe qui laisse parler, permet que s'expriment toutes les opinions, pour lesquelles il n'y a pas de sujet ou d'opinion tabou. Après, il décide. Il y a tout juste 1 an, le basculement à gauche du Sénat avait ouvert une brèche.
Droit de vote des étrangers, projet de loi de finances. Pendant 6 mois, sous la houlette de François Rebsamen, les socialistes ont fait du Palais du Luxembourg une sorte de laboratoire au service du programme de François Hollande. Il y a eu 2 périodes, une période très libre, septembre 2011, printemps 2012, et puis une période aujourd'hui où le groupe a du mal à exister dans le dispositif qui comprend le président, le Premier ministre, le gouvernement, une Assemblée nationale où la gauche a plus de 100 sièges d'avance, où donc c'est beaucoup plus facile de faire passer les textes qu'au Sénat. Au Sénat, avec seulement 7 petits sièges d'avance et une majorité composite avec pas moins de 4 groupes différents à gauche, l'équation pour François Rebsamen est délicate. Jean-Vincent Placé, le très politique chef de file des Verts, a déjà prévenu qu'il ne voterait pas le traité budgétaire européen. Les Verts, une sorte de caillou dans la chaussure des socialistes, dit-on au Sénat, même si les intéressés ne manquent jamais une occasion d'afficher leur complicité. Moi, je n'ai pas l'impression de lui porter problème, j'ai plutôt l'impression de lui apporter une majorité, ainsi qu'au Parti Socialiste et à Jean-Pierre Bel au sein du Sénat. Et on commence à bien se connaître avec Jean-Pierre et François. Et je crois d'ailleurs qu'on est un peu dans le même genre tous les trois. La pression, c'est pas quelque chose qui nous influence beaucoup, au contraire. Reste que les sujets de désaccord ne manqueront pas et que c'est avec les voix de la droite que le traité budgétaire européen sera probablement accepté au Sénat. Ça finira d'ailleurs, je le prédis, M. Rebsamen doit le savoir, à un moment ou à un autre, il y aura bien un texte lourd qui ne passera pas au Sénat. Voilà, donc vous allez pouvoir répondre sur ce point à M. Karoutchi. Les voix de la droite vous manqueront peut-être sur certains textes essentiels, outre le traité. Suzette Bloch nous a rejoint de l'agence France-Presse pour parler justement du budget d'austérité, des questions politiques au Sénat, et puis d'autres sujets d'actualité peut-être. Oui, on va commencer par un sujet d'actualité important. La Cour de cassation vient de confirmer les condamnations dans le dossier du naufrage de l'Erika. Vous êtes soulagé? Oui. Qu'en pensez-vous? Il y avait un risque important. Il y avait un risque important et puis ça aurait été une sorte de permis de polluer qui aurait été donné. Et donc je suis très heureux de la décision. Il convient de les commenter toujours, les décisions de justice avec grand respect de la décision de la Cour de cassation. D'accord. Bon, revenons un peu maintenant sur des choses un peu moins gaies, la crise. L'austérité va être avalisée vendredi dans la présentation du budget 2013. C'est une pilule un peu difficile à avaler pour l'électorat de gauche. Que leur dites-vous? D'abord, je récuse ce terme d'austérité. C'est un budget rigoureux. Ça, c'est très important, bien géré. Et la gauche va bien gérer, elle va le montrer. Historiquement rigoureux. C'est un budget rigoureux parce que nous sommes confrontés à la situation la pire au niveau économique, financier, qu'un gouvernement ait connu depuis des dizaines d'années. Et donc, nous héritons d'une situation, excusez-moi de le rappeler, mais je le ferai systématiquement, nous héritons d'une situation qui est très grave pour notre pays. Et donc, des engagements ont été pris par le président de la République pendant la campagne. Ces engagements de rigueur au terme d'une bonne gestion ont été mis en avant par le président de la République. Ils vont être tenus, Mais ce budget, vous allez le voir, c'est un budget qui prépare l'avenir. C'est un budget qui définit des priorités. C'est un budget qui va soutenir la croissance par l'investissement et l'emploi. Mais justement, la croissance, 20 milliards de hausse d'impôts, 10 milliards de coupes dans les dépenses de l'État. Est-ce que comprimer les dépenses de l'État, c'est aussi comprimer les commandes de l'État? Est-ce que ça ne va pas empêcher la relance? 70%, Madame Bloch, vous le savez, 70% de l'investissement public, 72% de l'investissement public est réalisé par les collectivités locales. Or, il n'y aura pas de diminution des dotations des collectivités locales dans le budget 2013. Ce qui veut dire qu'elles vont pouvoir, et je les invite à le faire, je le fais moi-même en tant que maire de Dijon, continuer à investir, à soutenir par la commande publique, par les investissements réalisés, les entreprises. Et puis, c'est un budget qui prépare l'avenir, parce que c'est un budget qui donne, alors ça va mettre du temps, on a demandé du temps, on sera jugé sur les résultats, c'est un budget qui donne la priorité à l'éducation, c'est un budget qui lutte pour l'emploi des jeunes, pour ne pas laisser 120 000, 150 000 décrocheurs, enfants décrocheurs, c'est-à-dire sortir de l'éducation sans rien. Donc, pour moi, c'est un bon budget. Mais justement, sur les collectivités, vous parlez de l'investissement des collectivités. La dotation, certes, ne sera pas baissée, mais elle va être gelée. Oui, elle est gelée. Elle reste gelée. Elle est gelée, mais... Et il y a quelques jours, le président Bel a critiqué le gel devant les départements de France.
en disant que ça mettait en difficulté, justement. On va faire le distinguo dans les différentes collectivités. Celles qui aujourd'hui investissent le plus, ce sont les EPCI, excusez-moi, les communautés de communes, communautés d'agglomération, on va dire les communautés de communes, les agglomérations, les communautés urbaines, les villes et les régions, aidées par les départements. Mais les départements ont à faire face, je le mets à part et de côté, à des dépenses sociales qui ont été transférées par le dernier gouvernement, qui alourdissent leur propre budget. Mais ce qui est préservé dans ce budget pour les collectivités locales, c'est la capacité d'investissement. Et c'est ça qui nous préoccupe le plus, l'investissement, parce que vous le savez, l'investissement, c'est la clé de la croissance. Il y a un consensus des économistes pour dire que 3% de déficit public, ça va étouffer la croissance. Même Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, convient que c'est intenable. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est non seulement tenable, mais c'est un engagement qui sera tenu. Je voudrais le dire ici, j'ai eu l'occasion d'en discuter. Donc vous n'êtes pas d'accord avec M. Barthelone? Et avec le président de la République et avec le Premier ministre. Ce que dit Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, c'est que ça va être très dur à tenir. Mais oui, ça va être très dur à tenir. Mais nous pensons, d'ailleurs un agenda a été donné du redressement. Quand je dis nous pensons, le président de la République l'a fait savoir. Je pense que le Premier ministre le dira encore jeudi soir dans une émission qu'il fera. Nous pensons, nous, que nous devons tenir cet engagement parce qu'il y va de la parole de la France, de l'indépendance de notre pays. Nous devons réduire notre déficit. C'est vrai que ce que nous laisse la droite, excusez-moi, ce que nous laisse le gouvernement précédent, c'est extrêmement difficile. Donc pour vous, c'est tenable, c'est 3%. Mais bien sûr. Et ça ne bougera pas. Mais bien sûr, cet engagement sera tenu. Voilà. Vous avez là-dessus des conversations avec le chef de l'État. En tous les cas, c'est la volonté du chef de l'État. On a abaissé volontairement les prévisions de croissance pour se rapprocher du consensus des économistes. Et encore, c'est encore un peu haut. Oui, attendons un petit peu, suivant ce qui va se passer au niveau européen. C'est vrai qu'on est dans une conjoncture très mouvante, il faut le dire, au niveau européen. Mais la droite avait laissé avec des espérances de croissance de 1,7%. On va être sûrement plus près des 0,8 que des 1,7. Donc les efforts qu'il faut faire, on les fera. Mais vous dites aux Français, on va faire les efforts, ils vont faire des efforts, 20 milliards d'impôts, enfin la moitié sur les ménages, mais on sortira guéri, parce que certains économistes, effectivement, disent on va sortir guéri, mais on sera mort. Mais non. La ligne de crête qu'a choisie le président de la République, qui a étalé, je vous le rappelle, la réduction du déficit sur une année de plus que ce que promettait Nicolas Sarkozy, puisque l'engagement, c'est pour fin 2017 d'arriver à l'équilibre budgétaire, à 0%, alors que c'était fin 2016 avec Nicolas Sarkozy. Mais là, c'est vraiment une purge que vous assénez. 30 milliards d'efforts à faire. C'est nécessaire, Est-ce qu'il n'aurait pas fallu plus faire peser le poids de cet effort sur l'État, plus d'économies et moins d'impôts, qui peut aussi tuer la croissance, la maigre croissance? Mais l'État a un rôle dans le soutien à la croissance par ses investissements aussi. Donc nous avons aujourd'hui une ligne de crête qui est difficile. C'est un budget de justice, parce que ce qui va se passer, c'est que c'est ceux qui n'ont pas été mis à contribution pendant les 5 ans qui viennent de s'écouler, les grandes entreprises, oui, je peux le dire ici, qui vont être appelées à un effort particulier, celles du CAC 40, et puis les ménages les plus aisés. Les ménages les plus aisés. Les Français moyens aussi, avec le gel du barème de l'impôt, ils seront concernés. On parle, oui, mais sur ce point, vous savez que les décisions avaient été prises en amont et que nous allons sortir pour les 2 tranches les plus bas. Là, il y aura une décote pour les 2 premières tranches. Est-ce que vous pensez inéluctable à terme, François Rebsamen, qu'on augmente la CSG et la TVA sociale, vous pouvez l'appeler autrement, parce que c'est associé à Nicolas Sarkozy, pour alléger les charges sur les entreprises? Moi, j'évacue cette idée récurrente que je vois ressortir de TVA. On vient d'annuler la hausse qui était prévue, qui allait amputer le pouvoir d'achat, parce que le pouvoir d'achat, la consommation, c'est de la croissance demain. Donc on vient de l'annuler. C'est pas pour la. Je ne sais pas d'où sort cette idée. Elle n'est parce que certains disent qu'il n'y a pas d'autre solution. Oui, mais laissez faire le gouvernement. Voyez les propositions et attendons aussi, parce que c'est un élément important, la résultante des négociations qui ont lieu aujourd'hui entre patronat et syndicats, entre organisations sociales. À propos de volontarisme, le droit de vote aux élections locales, est-ce que vous pensez que c'est le bon moment? Les sondages ne sont pas bons, l'UMP a lancé une pétition. Manuel Valls exprime ses réserves en disant lui-même que ce n'était pas le bon moment.
Qu'est-ce que vous en pensez? C'est assez simple. On rappelle que le Sénat est à la pointe sur le sujet puisqu'il l'a voté. Le Sénat a adopté ce texte dans un rassemblement de toute la gauche au mois de décembre de l'année dernière. Ah là, il y avait une belle unité de vue avec les écologistes. Oui, et puis, cette fois-ci. Vous verrez, il y a plein de textes qu'on votera avec nos amis écologistes, notamment le budget. Les conditions aujourd'hui sont les suivantes. Il y a 60 engagements du président de la République. Ces 60 engagements seront tenus. Mais personne n'a dit qu'ils devaient être tenus avant la fin de l'année 2012. Donc ces engagements seront tenus. Il n'est pas interdit en politique de choisir les bons moments pour faire avancer les textes. Pour vous, c'est indispensable pour les municipales? Non, justement, moi je ne crains pas de le dire. Si cela permet... Je le dis comme cela. Si cela permet de démontrer qu'il n'y a aucune volonté manipulatrice d'électorat derrière cela, eh bien pourquoi pas sortie des municipales. Je suis pour le droit de vote puisque je l'ai voté, je l'ai porté des étrangers aux élections locales. Cette proposition que Nicolas Sarkozy avait reprise par 3 fois, qui faisait rassemblement à un moment, nous devons convaincre, c'est une belle formule du Premier ministre, des esprits éclairés, et il y en a au centre et à droite, que ce n'est pas une mesure électoraliste. C'est un engagement, un nouveau droit. C'est un nouveau droit. Donc elle peut attendre la fin du quinquennat, c'est très important. Vous dites on peut laisser passer les prochaines municipales. Si la bonne foi, s'il faut convaincre de notre bonne foi, de la volonté de réussir cette réforme, parce que c'est un engagement du président de la République, on trouvera le moment le plus adapté. Et si ça peut aider des esprits éclairés en leur disant, vous voyez qu'il n'y a aucune manipulation électorale derrière, pourquoi pas? En tous les cas, vous n'avez pas le choix en fait, parce que vous savez bien que vous n'avez pas la majorité des 3/5. Il nous manque, par ailleurs. Il manque aujourd'hui une trentaine de voix, d'après les pointages. Vous dites, ça ne vaut pas le coup de tenter le référendum sur le sujet comme ça? Non, non, je suis pour le dépôt d'un projet de loi du gouvernement sur ce texte, et je suis pour que nous essayions de convaincre, de trouver ces 3/5. Et donc, je suis sûr que quand on les regarde de bonne foi, quand on les rencontre de bonne foi, des centristes et des gens de droite sont favorables à cette disposition. Donc sans se presser, comme le dit Manuel Valls, hein, peut-être sur la durée du quinquennat. Mais tous les engagements valent sur la durée. Parce que les partisans de votre camp, du Parti Socialiste, hein, pour cette mesure, les écologistes, ils veulent là l'application dès 2014. Mais ils vont pas nous faire, je le dis avec humour, ils vont pas nous faire tous les jours une pétition pour demander l'application de tel ou tel engagement du président de la République. On aurait 60 engagements à tenir. On va les tenir. C'est les engagements qui seront tenus, mais le temps qu'il faudra. Oui, sur la durée du quinquennat. Une question finale peut-être sur Gérard Collomb. Votre collègue, Suzette, qui a eu des propos peut-être un peu sévères là récemment. Manque de visibilité, qui réclame des décisions claires, pas d'incohérence, on dépense avec des emplois d'avenir, retour partiel de la retraite à 60 ans. On augmente les impôts en même temps. Les entreprises ne savent pas où elles vont. Je l'ai vu aux journées parlementaires à Dijon. Il a eu l'occasion de s'entretenir avec le Premier ministre. Ce que souhaite Gérard Collomb, c'est que la gauche réussisse. Et donc, il dit des choses qu'il ressent. Il dit des choses qu'il ressent. Pour vous, la politique ne manque pas de lisibilité, la politique du gouvernement? J'espère avoir démontré, effectivement. Bon, il faudra en parler à Gérard Collomb, alors. Pédagogie était le mot d'ordre oui, journée parlementaire. J'ai soulevé ce mot et je le dis, je pense que collectivement, je me permets de le dire ici, nous avons peut-être péché enfin c'est pas un mot que j'emploie souvent, nous avons fait une erreur de ne pas insister sur l'effet de traîne, l'air des décisions qui avaient été prises avant le 6 mai 2012. Merci Suzette d'avoir été avec nous ce soir. Perrine Tarnaud de Public Sénat arrive, François Rebsamen pour vous interroger cette fois sur votre combat contre le non-cumul des mandats pour les sénateurs. D'abord sur ce sujet, l'enquête éclairante de Jérôme Rabier. Dans la majorité, il y a ceux pour qui le cumul des mandats est plus un atout qu'un handicap. François Patria est l'un de ceux-là, à la fois sénateur de la Côte d'Or et président de la région Bourgogne. Le cumul est pour lui une question d'organisation. En moyenne, 2 jours et demi au Sénat, plus si besoin, et tout le reste du temps, tous les jours, en région. Tous les jours en région. J'ai là devant moi le planning de cette semaine. Hier, j'ai fait la réunion de majorité à la région. Je suis aujourd'hui au Sénat. Demain au Sénat pour être à la commission des finances. J'arrive très bien à faire chaque semaine mon métier, mes doubles métiers.
Un avis que d'autres camarades socialistes trouvent bien peu convaincant. Certains ont plus le don d'ubiquité que d'autres, mais on peut dire quand même que globalement, ceux qui ont en charge un grand exécutif ont tout de même beaucoup plus de mal à être présents au Parlement que ceux de leurs collègues qui n'ont pas cette charge. C'est une évidence. Une étude menée à l'Assemblée montre en effet que les parlementaires ayant un mandat municipal important sont presque 2 fois moins présents que les autres, sans parler des conflits d'intérêts qui peuvent naître de ces différentes casquettes. C'est normal qu'un maire défende son territoire, je dirais contre vents et marées. Mais c'est pas normal qu'un parlementaire, celui qui fait la loi, défende que son territoire. Donc voilà, c'est le conflit d'intérêts qui se pose, qu'est-ce que soit la taille. Donc une seule loi applicable pour tout le monde. Un premier pas a été fait la semaine dernière avec la proposition de ne pas cumuler les indemnités avant de limiter le cumul des mandats. Une façon de montrer la bonne volonté des élus. Si c'est ça le problème, c'est de dire qu'ils gagnent trop d'argent, bah oui, alors dans ce cas-là, qu'on n'ait qu'une indemnité, point final, moi ça me va très bien. Aujourd'hui, les parlementaires ne peuvent déjà pas gagner plus de 8 300 € bruts, tout mandat confondu. Ce nouvel effort ne sera donc pas très important. La future loi devra surtout régler la question du statut de l'élu local, parfois payé seulement quelques centaines d'euros, car il ne s'agit pas de décourager des vocations à l'heure où est prôné le renouvellement de la classe politique. Voilà, Perrine Tarnaud est avec nous. Bonsoir Perrine. Bonsoir. Vos questions à notre invité. J'espère que vous êtes venu avec votre agenda comme celui de François Patriat qu'on vient de voir, parce que j'aimerais bien savoir comment vous, maire d'une grande ville, président du groupe socialiste ici au Sénat, avec toutes les réunions, les obligations que cela implique, vous arrivez en plus à faire votre travail de parlementaire. Comme Jean-Marc Ayrault l'a fait pendant une quinzaine d'années, où il était président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, maire de Nantes, député et président de Nantes Métropole, avec une bonne organisation, avec peut-être un surtravail, oui, personne ne le nie, mais je crois être très présent et au Sénat et dans ma ville. Et donc, mais vous êtes d'accord avec cette étude dont parlait le journaliste à l'instant dans le reportage, qui montre qu'un gros mandat municipal diminue de 45% à peu près la présence en commission et dans l'hémicycle? J'essaie pas de défendre ainsi le cumul des mandats, parce que pour le Sénat, parce que c'est une problématique plus d'organisation territoriale de la Constitution et de la République. Mais nous ne constatons pas cela au Sénat. J'ai fait plusieurs fois des pointages. Vous avez des personnes qui ont des responsabilités locales importantes, qui sont présentes tard le soir. Voilà, donc la fin du cumul ne permettra pas forcément de lutter contre l'absentéisme au Parlement. Je pourrais vous donner l'exemple de députés, mais je me garderai de dire les noms, qui n'ont qu'un mandat et qu'on ne voit jamais ou pas souvent à l'Assemblée nationale. Donc c'est pas forcément une façon de lutter contre l'absentéisme au Parlement? C'est pas comme ça, c'est sûrement une manière d'améliorer les choses, mais je ne crois pas que ce soit l'élément le plus important, l'élément essentiel. Est-ce que vous avez, vous, déjà fait passer des amendements directement liés à votre ville de Dijon, par exemple, François Rebsamen? On sait que c'est le cas, on ne va pas forcément les dénoncer ici, de certains grands élus qui ne sont là que pour faire passer des textes en rapport avec leur ville, leur département. C'est ce que dénonçait Claude Guillain aussi à l'instant. Oui, c'est ce que dit Jean-Pierre Sueur, par exemple. Oui, ceux qui ont été battus comme Jean-Pierre Sueur aux élections municipales peuvent aujourd'hui se réclamer du non-cumul des mandats. Mais aussi des personnalités comme Claude Guillain, un sénateur qui a démissionné de son mandat de maire. Bien sûr. Voilà. Alors, non, mais il n'a pas été battu, il a démissionné. Pour le Sénat, je vais répondre à votre question. Pour le Sénat, c'est très différent, suivant, puisque vous le savez qu'on a deux modes d'élection, à la proportionnelle et au scrutin majoritaire. C'est pas la même chose, mais nous avons souvent l'intérêt d'une ville, c'est l'intérêt de toutes les villes. Il n'y a pas d'intérêt particulier d'une ville. Je vois bien qu'on me cite ce que peut être l'intérêt particulier d'une ville. Quand nous votons, par exemple, la loi SRU, nous le votons pour l'ensemble des villes. J'entends cet argument. Ça peut être un dispositif, une ligne budgétaire qui intéresse particulièrement un territoire. Le financement, par exemple, d'une route pour accéder à un nouveau grand stade. En général, à ce moment-là, le gouvernement s'y oppose si ce n'est pas d'intérêt général. Vous le savez très bien. Les dispositions budgétaires ne peuvent pas être approuvées sur proposition, malheureusement, j'allais dire, d'un sénateur ou d'un parlementaire ou d'un député. Mais l'argument est recevable. Et donc, mais de toute façon, ce que le gouvernement prône, c'est non pas l'interdiction totale du cumul. Je peux vous interrompre? Je m'en excuse. Je vous écoute. Mais est-ce que ça fait 35 ans, 40 ans, depuis 1958,
que notre République fonctionne comme ça. Les grandes avancées ont toujours été faites par la gauche. En 1984, sous le gouvernement de Laurent Fabius, Pierre Joxe a limité à 2 mandats. Aujourd'hui, on parle de la limitation non pas du cumul des mandats, mais du cumul d'un mandat parlementaire avec une fonction exécutive locale. Exactement. Je me permets c'est pas de... l'interdiction totale, ce que j'allais Voilà. dire. Mais par exemple, vous qui réclamez votre ancrage, on comprend votre amour pour votre ville. Ah, ça c'est clair. Ça on le comprend. Ça c'est clair. Vous pourriez avoir votre ancrage local en étant conseiller municipal, par exemple, ça ne vous suffirait pas? Oui, mais moi je plaide... Ça va être le sens du texte du gouvernement. Bien sûr, bien sûr. Je proposerai des amendements, ils seront acceptés ou pas. On verra, c'est le rôle d'un parlementaire. Je l'ai dit au Premier ministre, au Président de la République. Alors, le conseiller municipal, pas forcément premier magistrat de la ville. Mais ça va être le sens de la proposition, du projet de loi qui va être déposé par le gouvernement. Je plaide pour le Sénat. Je ne suis pas forcément suivi. Là, vous avez interrogé quand même un panel de sénateurs, mais je peux vous dire que sur les 130 sénateurs du groupe socialiste, ceux qui soutenaient ma position étaient plus d'une centaine. Donc, il y avait François Patria notamment. Oui, mais c'était le premier intervenant. Il y avait Gérard Collomb aussi, et d'autres qui... Donc le cas particulier du Sénat. Moi, je suis tout à fait prêt à entendre tous les arguments sur ce thème. J'ai moi-même considéré... Mais vous pensez vraiment que le Sénat pourrait se différencier sur ce thème de l'Assemblée nationale avec un risque sans doute d'inconstitutionnalité? Pourquoi inconstitutionnalité? Ou un risque de dérive vers une chambre pour le Sénat qui représenterait uniquement les collectivités locales. Ça veut dire qu'on se dirigerait alors vers un système à l'allemande. Oui, moi je suis plutôt favorable à une réflexion. Je veux qu'elle soit globale. Le président du Sénat n'est pas en phase avec moi là-dessus. Oui, je le comprends très bien. Il défend sa conception de l'institution. Je trouve ça tout à fait respectable. Moi, je défends une organisation bicamérale, le bicaméralisme avec le bicamérisme, pardon, avec un Sénat français qui ressemblerait au Bundesrat. Voilà. D'accord. Est-ce que la commission Jospin vous semble légitime pour réfléchir et proposer des solutions à ces questions? Il y a pas mal de parlementaires qui remettent en cause la légitimité de la commission Jospin. Non, je ne veux pas remettre en cause la légitimité de la commission Jospin, mais les parlementaires sont tout à fait aptes à reprendre cela, à le modifier quand cela viendra. C'est le rôle des parlementaires et ce n'est pas le rôle de la commission Jospin. Claude Barthelone, lors d'une conférence de presse ce matin à l'Assemblée nationale, a dit vouloir renoncer à son pouvoir de nomination personnelle au Conseil supérieur de la magistrature et le donner à la commission des lois de l'Assemblée. Est-ce qu'il faudrait faire la même chose au Sénat? C'est pas une mauvaise idée, ça mérite d'être réfléchi. Ce qu'on veut marquer là, c'est l'indépendance totale de la magistrature par rapport au pouvoir législatif. Et donc, c'est sûrement une démarche dans laquelle on peut s'engager. Oui, je trouvais que c'était une bonne idée à creuser au Sénat. D'accord, vous allez le proposer à Jean-Pierre Bel, président du Sénat? Enfin, je préfère quand même que ces effets d'annonce soient faits en concertation. Voilà. Vous voulez dire que ça a manqué de concertation avec le président du Sénat? Non, il est dans son rôle en tant que président de l'Assemblée nationale. Après tout, c'est son pouvoir de nomination. Mais moi, je ne peux pas répondre pour le président du Sénat. Bon, il y a un affichage quand même très vertueux du président de l'Assemblée nationale. On a appris aujourd'hui qu'il employait sa femme comme chargée de mission à son cabinet. Est-ce que vous êtes surpris? Je ne le savais pas. Mais je vous l'apprends. Vous me l'apprenez. Il a confirmé, effectivement, en disant qu'elle était en fait sa collaboratrice avant de devenir sa femme. Mais enfin, elle est là. Dans son cabinet, est-ce que le principe vous surprend? Pas de commentaires, je découvre cette information. Le débat sur les collectivités territoriales et les États généraux, il y a une grosse réflexion engagée par le Sénat. Mais comment réformer les collectivités quand les sénateurs, les parlementaires sont à la fois juges et partis? Heureusement qu'ils sont juges et partis parce que c'est eux qui ont animé, je parle des sénateurs, l'ensemble des débats qui ont eu lieu dans l'ensemble des départements de France aujourd'hui. On est juges et partis et même si demain nous ne sommes plus que élus locaux sans responsabilité exécutive, on sera toujours juge et parti. Et vous êtes toujours ici au Sénat élu par les grands électeurs, donc par des élus territoriaux. Je vous remercie, c'est exactement ce que j'allais préciser, la différence essentielle quand même avec les députés. Je veux bien qu'on ne reconnaisse pas de spécificité du Sénat, mais il y en a une qui est reconnue par la Constitution, puisque les textes qui concernent les collectivités locales, c'est déjà une première amorce, ils doivent être d'abord présentés au Sénat. Et donc, il y a le Sénat est le représentant des collectivités locales. Les sénateurs sont élus par un collège de grands électeurs qui sont membres d'exécutifs. Voilà.
si on allait vers... Donc ça va être difficile pour vous d'engager une réforme d'envergure. Je vais vous dire, si on allait... Non, pas du tout, parce que vous allez voir que les propositions vont décaper, parce qu'il est remonté de la base des propositions, moi j'en ai entendu dans mon département, qui vont être novatrices et très intéressantes. Je voulais dire, si on allait vers la limitation du cumul des mandats, on doit avoir une réflexion globale. Le statut de l'élu. Vous l'avez rappelé, mais c'est la priorité. On a beaucoup avancé quand même depuis 20 ans. Oui. On a bien avancé aujourd'hui. On va l'améliorer, premièrement. Deuxièmement, une réflexion doit avoir lieu, notamment pour le Sénat, parce que à ce moment-là, je proposerai un amendement de repli à la fin pour dire que celui qui est titulaire d'un exécutif local ne peut pas être candidat à un poste de parlementaire s'il n'a pas démissionné l'année d'avant pour l'égalité de candidature. Vous comprendrez très bien, vous comprenez, mais je peux vous assurer que les députés vont le comprendre très vite. Si demain ils sont à affronter des maires qui, eux, siègent jusqu'au dernier moment en tant que maires et qui ne sont que députés, il va y avoir du mouvement dans tous les sens. Ouais. Mais est-ce que ça suffira à garder le Sénat en 2014 à gauche? Ça dépend de notre capacité à convaincre du travail que nous faisons. Et je pense qu'avec Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, ses états généraux, des propositions intelligentes que nous allons faire, eh bien, les élus locaux qui ont été stigmatisés pendant 5 ans, on l'a vu à travers la dernière élection sénatoriale, eh bien, ils reconnaîtront les efforts que nous faisons et les idées que nous portons. Perrine ? On a un partenariat avec Orange et leur application TV Check pour cette émission. Et là, on a une question de Alice qui habite à Bois-Colombes et qui vous demande si vous allez marier des couples homosexuels dans votre mairie de Dijon une fois que la loi sera votée au Parlement. Oui. Ma réponse est oui. Je le ferai. Je fais des PACS en mairie et je serai très fier de marier un nouveau droit. J'ai porté un badge 31 qui était l'engagement que nous avions pris de marier des homosexuels si nécessaire à la mairie s'ils le demandent. Comment est-ce que vous voyez évoluer le quinquennat après ces débuts difficiles? C'est des débuts très difficiles, mais nous nous y attendions vu ce qui avait été laissé. Et je retombe dans cette nécessité de la pédagogie. Vous savez, les plans sociaux, certains, rappelons-nous PSA, ils avaient été annoncés 1 an avant. Donc le déficit, 650 milliards de dettes supplémentaires, le déficit laissé, la croissance en berne, tout ça, on s'y attendait. À ce point-là, peut-être pas. À ce point-là, peut-être pas. Et donc, on doit répéter sans cesse aux Françaises et aux Français qu'on comprend leur impatience, en termes d'emploi notamment. Et c'est là-dessus que le président de la République va présenter un dispositif avec son gouvernement complet, des emplois d'avenir, des contrats génération. J'ai vu qu'ils allaient être présentés fin novembre. Vous restez confiant? Mais bien sûr, je suis confiant. Heureusement que je suis confiant. Et même, je suis persuadé qu'on va réussir. Merci François Rebsamen d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Perrine. Bonsoir à tous et à la semaine prochaine. C'est moi qui vous remercie. C'est la première fois, donc on se demande toujours si on va bien faire, si on va pas se tromper. Ça va, j'ai pris le bon papier. J'ai voté pour la première fois, je suis trop contente. Je suis citoyenne, reconnue à part entière, j'ai signé. Une émission très politique. Ce soir, on est entré dans une nouvelle phase de la campagne avec l'intronisation de Nicolas Sarkozy. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être utile. Je vais vous faire un aveu, j'ai pleuré. Quoi qu'ils en disent, nous sommes majoritaires. Les socialistes espèrent un rebond dans les sondages au lendemain du discours-programme de Ségolène Royal. J'ai la ferme volonté d'empoigner ce problème à bras le corps. Je l'ai là, chevillé au corps. Les gens se souviennent d'un sourire, d'une attitude, d'une expression, d'un geste. Les gens se souviennent de moins en moins de ce qu'a dit l'homme politique. Je crois que je serai élu président de la République. Au QG de campagne de l'UDF, beaucoup affichent cette semaine leur confiance. François au thème, François au thème, c'est le meilleur François. Doucement. François, président. Depuis la présidentielle, on a eu droit à un festival d'innovation. On est pour l'égalité.
mais vers le haut. Eh bien, si on vit plus longtemps, et si vous voulez que vos retraites soient payées, il faut qu'on cotise plus longtemps. C'est pas marrant à entendre, c'est pas marrant à dire, mais il n'y a pas un pays au monde qui fait différemment. Vous pouvez chanter tout ce que vous voulez. Michel Charasse, Nicolas Sarkozy vous a cité dans son discours. Il a bien fait. Ah, il a bien fait, mais alors vous allez nous expliquer pourquoi, car Je suis candidat au municipal, il ne me fera jamais assez de publicité. La République, c'est la République. Il n'a quand même pas été désigné par une tribu de Papous, ni par un coup d'État. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette 7e saison d'un Monde de Bulles. Cette année, sans tabou, sans peur et sans reproche, on vous propose toute l'actualité du 9e art et des arts graphiques à travers évidemment les séries, mais aussi les auteurs, quels qu'ils soient, les blockbusters et les séries plus intimistes. On va vous faire découvrir ce 9e art tellement réputé et reconnu en France, en Europe, mais aussi dans le monde entier. Un monde de bulles, l'émission consacrée au 9e art, vendredi à 23h sur Public Sénat. De cet horizon d'une île coincée entre la Corse et l'Italie, l'île d'Elbe, est arrivé un homme ce matin du 1er mars 1815. Cet homme, c'est Napoléon qui, sur cette plage où je me trouve, la plage de Golfe-Juan, entouré d'une poignée de fidèles, a tenté ici même un dernier coup de poker. Il s'agit pour lui de ravir le pouvoir en place, celui d'un roi, Louis XVIII, installé à Paris aux Tuileries, et surtout, de reconquérir le cœur de son peuple. Bonjour à tous, dans cette édition d'Un lieu, une histoire, nous allons revivre ensemble les premiers pas de ces fameux 100 jours de l'empereur avec ceux qui, ici même, font vivre et perpétuent cette mémoire, la mémoire de cette épopée. De Golfe-Juan où nous sommes, nous irons à Cannes, à quelques lieues d'ici, puis à Grasse, un peu plus au nord, où l'empereur déchu a entamé sa course folle à travers les Alpes, vers Paris, surtout vers son nouveau destin. Ici, à Golfe-Juan, le débarquement de Napoléon il est très très présent. Napoléon d'ailleurs est omniprésent dans l'ensemble de la ville. Et tous les 2 ans, eh bien, on reconstitue ce débarquement napoléonien, une reconstitution, un grand uniforme. Philippe Mottier est l'une des chevilles ouvrières de cet événement. Bonjour Philippe Mottier, alors vous reconstituez, j'allais dire exactement ce qui s'est passé ici sur cette plage. Tout à fait, on reconstitue le débarquement de Napoléon, le débarquement de ses troupes également. Il faut savoir que Napoléon est parti en hâte de l'île d'Elbe. La traversée s'est passée convenablement et le 1er mars 1815, alors que personne ne l'attendait, il débarque sur cette plage. Alors on revient sur cette traversée de l'île d'Elbe, une île coincée entre l'Italie et la Corse. Jusqu'ici, est-ce que la traversée s'est bien passée pour Napoléon? Alors, cette traversée s'est très bien passée. Il a croisé quelques navires anglais qu'il a réussi à éviter et il débarque à Golfe-Juan le 1er mars 1815 sans avoir tiré un coup de canon en mer et à un moment où personne ne l'attendait. Alors Napoléon a été observé quand même de très très près. Juste derrière vous, il y a les îles de l'Érins et ce fameux port Sainte-Marguerite où étaient présents des troupes fidèles à Louis XVIII, au roi. Alors, ce jour-là, bizarrement, tout l'état-major de la garnison d'Antibes organisait une visite d'inspection sur le fort Sainte-Marguerite et ils se sont étonnés de voir en baie de Golfe-Juan quelques bateaux qu'ils ont pris pour des bateaux barbaresques qui venaient faire une razzia de plus. Et le général Coursin, dans son rapport, dira qu'en aucun cas il pensait qu'il s'agissait du débarquement de Napoléon. Philippe Mottier, qui était avec Napoléon ce jour-là? Napoléon avait peu de monde ce jour-là. Il y avait son état-major présent à l'île d'Elbe et une troupe de 1000 personnes. On est à quelques kilomètres à peine d'Antibes. Antibes, célèbre également pour son fort, un fort armé à l'époque. Et Napoléon s'en méfiait de ce fort. Napoléon connaissait Antibes, c'est la ville frontière avant le comté de Nice, donc il y avait une garnison importante. Et Napoléon, en débarquant à Golfe-Juan, il a choisi Golfe-Juan parce que ce n'était pas tout à fait Antibes, mais il savait que la garnison n'était pas loin. Donc il a débarqué, il a envoyé quelques émissaires pour essayer de se rallier cette garnison qui en fait est restée royaliste.
Regardez ces bateaux, ils sont extrêmement nombreux et pour cause, nous sommes au cœur du port de plaisance de Golfe-Juan. Alors évidemment, le 1er mars 1815, il n'existait pas ce port de plaisance. C'était la plage, une plage absolument identique à celle où nous étions il y a quelques instants. Et c'est ici, sur ce port de plaisance de la ville, qui a été érigé dans les années 60, une simple stèle qui remémore ce débarquement de Napoléon en 1815. J'y rejoins tout de suite Pierre Branda, il est historien, il travaille à la Fondation Napoléon. Pierre Branda, pour Napoléon, est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de débarquer en Italie? L'île d'Elbe, elle est toute proche de la côte italienne. En effet, pour quelqu'un de moins audacieux que Napoléon, c'était une solution. Murat, son beau-frère, régnait encore à Naples, il disposait de 80 000 hommes. Quelqu'un de logique aurait dû prendre cette voie-là, ou le nord d'Italie, ou le sud de l'Italie. Napoléon va choisir la France pour des raisons politiques, mais aussi pour une raison bien simple, c'est là où on ne l'attend pas. Donc le choix de Golfe-Juan n'est absolument pas dû au hasard.